Bonjour tout le monde, on y va avec un petit enregistrement au début de l'année des exercices de synthèse du chapitre 1, fait que numéro 1, puis je vais vous préciser aussi donc les questions qui sont un peu plus en lien avec l'examen. Fait qu'on y va donc avec le numéro 1, on nous dit indiquer la phase sur laquelle la substance décrite par chacun des énoncés suivants se présente le plus vraisemblablement aux conditions ambiantes, soit autrement dit à TAPN, hein. On sait que conditions ambiantes, je vais me prendre un petit crayon, ça va aller vraiment mieux, c'est à TAPN. On nous dit en A, une substance ayant un point d'ébullition, que ça bout à 290 degrés Celsius, l'eau bout à 100 degrés Celsius, on veut un peu un comparatif, puis le point de fusion est à 18. Donc, point de fusion, là, dans le fond, là, c'est quand que ça passe de solide à liquide, c'est de 18. Ben, nous, on le sait que l'eau, son point de fusion, donc, est à 0 degré. Fait que j'imagine que, étant donné que le point d'ébullition et puis le point de fusion sont quand même assez hauts, ça pourrait être comparatif à de l'eau, admettons, à un liquide. Fait que, tu sais, on y va avec un liquide, donc avec notre jugement, ou on peut tout simplement, donc, aller dans les annexes à la fin, puis regarder, ben, y aurait-il un liquide, admettons, que le point d'ébullition serait de 290, puis le point de fusion serait de 18 degrés Celsius. Fait qu'on y va finalement, donc, avec la logique. On n'aura pas de question de même à l'examen. B, une substance ayant une masse volumique très petite. Fait que si la masse volumique est petite, habituellement, on a affaire à un gaz, là, parce qu'on sait qu'un gaz et les particules sont très éloignées les unes des autres. Fait que, tu sais, si on fait la masse divisée par le volume pour aller chercher la masse volumique, habituellement, ben, ça va nous donner un petit chiffre. Numéro 2, quelle phase possède le moins d'énergie cinétique? Bien, c'est clair que c'est les solides. Pourquoi? Bien, c'est parce que les particules font juste un peu de vibration. Ils n'ont pas de rotation comme les liquides, pas de translation comme les gaz. Fait que c'est clair qu'on est en lien avec les solides. Bonne question, ça. Numéro 3, à l'aide de la théorie cinétique, expliquez pourquoi un gaz finit par se liquéfier lorsqu'on le refroidit. Bien, c'est parce que si on refroidit un gaz, dans le fond, c'est qu'on abaisse la température, les particules, ben, leur énergie cinétique va vraiment aller moins vite, donc il y aura moins d'énergie cinétique, moins de mouvement, la vitesse va baisser, tellement que les particules vont tellement ralentir qu'ils ne seront plus capables de faire le mouvement de translation. Fait que s'ils perdent le mouvement de translation, ben, ils perdent l'une des caractéristiques d'un gaz, fait qu'il se transforme là, sous forme liquide. Numéro 4, genre de questions à l'examen. On a différents gaz. Il faut les classer en ordre croissant de vitesse. Fait que quand que je parle d'ordre croissant de vitesse, là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que en ordre croissant, c'est qu'on va du moins vite, autrement dit, la particule la plus lente, jusqu'à la particule la plus rapide. Fait que ce qui fait en sorte que je vais rechercher la masse molaire de chacun. Masse molaire du CO2 avec l'aide de mon tableau périodique, masse molaire du Kr, du krypton, masse molaire du néon, masse molaire du C2H6, masse molaire de l'acide chlorhydrique. Je vais tout chercher donc la masse molaire de chacun. Puis là, je vais pouvoir comparer leur poids, leur masse molaire, leur masse pour une mole. On sait que les particules les plus lentes, c'est celles qui sont les plus lourdes, qui ont la masse molaire la plus élevée. Et les particules les plus rapides, bien, c'est elles qui sont plus légères. Hein. On se rappelle, là, comme quand j'étais enceinte, là, j'allais vraiment pas vite, fait que j'étais vraiment lente. Maintenant que j'ai plus un gros bedon, ben, tu sais, je suis capable de marcher plus rapidement. Fait que les plus légères, hein, on s'entend que c'est les masses molaires les plus petites. Fait que ça veut dire qu'il faut que je commence du gros chiffre jusqu'au plus petit chiffre. Fait que, on va commencer avec le krypton. Donc, ça va être le numéro 1, puisque lui, là, c'est vraiment le plus lourd. Après ça, un peu moins lourd, un peu moins pesant, c'est le CO2. Donc, on a ici. Ensuite, on y va avec le HCl en troisième position. Ici, le C2H6 en quatrième position et en cinquième position, on y va avec le néon. Genre de question qu'on pourrait avoir à l'examen. Numéro 5. Pourquoi la pression atmosphérique diminue-t-elle lorsqu'on s'éloigne de la surface de la Terre? Bon, imaginons là, qu'on dessine donc une Terre avec ses continents. Fait que moi, là, on a une atmosphère ici, hein, on le sait. Plus qu'on s'éloigne de la Terre, plus on monte en altitude et moins il y a de gaz. Fait que quand il y a moins de gaz,
bien, c'est sûr que la pression, finalement, donc, descend. Fait que ce qui fait en sorte qu'on a plus de moins, ben, les particules de gaz se font vraiment, vraiment, vraiment plus rares. Il y a moins de collisions, fait que ça diminue donc avec l'altitude. C'est juste ça, il faut expliquer ça dans nos mots finalement. Ça, il faut bien comprendre ça. Numéro 6, genre de questions qu'on pourrait avoir à l'examen. Indiquer la pression de chacun des gaz. Fait que moi, qu'est-ce que je veux aller chercher? C'est la pression de ce gaz-là et la pression ici de ce gaz-là, B ici aussi. Contenu dans les systèmes suivants, considérant que la pression atmosphérique est de 765 mm de mercure. Fait que, si j'ai un contenant à bout ouvert, ben, il va falloir que je considère là, la pression atmosphérique. Puis on nous dit que la règle est graduée en centimètres. Oh, ça va mal parce que moi ici, là, j'ai déjà en millimètres. Fait que pour passer de centimètres à millimètres, on se rappelle, il faut faire x10. Fait que ici, ben, pour être sûr que je suis en millimètres, je vais rajouter un 0. Je vais faire x10 à tout le monde. Comme ça, ben, je vais être sûr que je ne me tromperai pas lorsque je vais faire la variation d'auteur. Justement, je vais aller faire, moi, la variation de hauteur tout de suite, bing bang, là, pour être capable donc d'aller calculer ça. Fait que si je suis à 450 mm de mercure, puis ici, je suis à 300. Fait que si je fais la variation de hauteur, c'est qu'est-ce qu'on a fait ici, là, la variation de hauteur, ça va me donner 150, parce que 450 moins 300, qui va donner 150 mm de mercure. Je vais faire la même chose ici, comme ça va être fait, j'en ai besoin. J'ai 400 ici, puis l'autre colonne ici de mercure est à 100. Notre but, hein, c'est vraiment de faire la différence de hauteur de mercure. Donc, 400 moins 100, ça va me donner 300 mm de mercure. Le petit calcul, là, il s'est fait ici, finalement. Bon, fait que nous, ben, on va être capable d'aller, j'imagine, chercher donc nos résultats tout de suite. On va commencer toujours par la fin. Pourquoi je vais commencer par la fin? Je vais commencer par ce manomètre-là, le manomètre avec le gaz B. Ben, c'est parce qu'un coup que je vais savoir la pression du gaz B, ben, je vais être capable, dans le fond, là, de finaliser avec mon gaz A. Oh, ici, je suis à bout fermé. Fait qu'à bout fermé, là, on se rappelle que dans ce temps-là, c'est facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est la variation d'auteur. Puis ça me donne bing bang, donc la réponse tout de suite. Fait que ça veut dire que la pression du gaz, B, ici, est de 300 mm de mercure. Ça veut dire que mon gaz, là, ici, là, regardez, là, le tuyau, là, il va pouvoir ici, comme aller peser sur l'autre, sur la première colonne de mercure. C'est comme un peu, là, comme si c'était notre pression atmosphérique. Là, vous allez dire, bon, on n'a pas besoin de cette pression atmosphérique-là. Ben non, parce qu'ici, dans le fond, on était à bout fermé, fait que j'en ai pas besoin. Pour le premier, il va falloir que je me demande cette fois-ci, ben, est-ce que c'est le gaz qui est plus fort ou moins fort? On regarde là. Est-ce que le gaz qui est plus fort ou moins fort que la pression atmosphérique? Le gaz est plus fort. Fait que dans ce temps-là, on se disait là, qu'il fallait faire un plus. Fait qu'il fallait comme faire la pression atmosphérique. C'est notre pression atmosphérique. Ben là, c'est pas la vraie pression atmosphérique ici, là, c'est la pression là, du gaz B. Dans le fond, on va aller écrire gaz B plus la variation d'auteur qu'on a déjà calculée, qui est 150, et ça me donne ici la pression de notre gaz A, et c'est fini pour notre A. On s'en va pour notre B. On fait le même principe, mais cette fois-ci, on est à bout ouvert. Fait que si on est à bout ouvert, ben, on se rappelle qu'on a la pression atmosphérique qui est de 765 mm de mercure qui va s'exercer ici là, sur notre mercure. Avant de commencer, moi, je vous suggère d'aller tout le temps faire la variation d'auteur. Fait que notre variation d'auteur ici, regardez, ça part de là, ça va jusque là. On se rappelle hein, qu'on va rajouter des zéros pour transférer ça en millimètres de mercure, parce que c'est du mercure qu'il y a là-dedans. Fait qu'on rajoute un 0, on fait x10. On va aller faire x10 aussi pour mettre ça c'est un 10, non? Pour mettre ça en millimètres, comme ça ici. Puis on va faire notre variation d'auteur tout de suite pour chacun, comme ça va être fait. Ça, c'est facile, puis ça va donner des points de toute façon. C'est des points de démarche, là. Bon, fait qu'ici, on est à 450, puis ici, on est à 300. Fait que si on fait variation d'auteur, là, 450 moins 300, ben, ça va nous donner encore 150.
millimètres de mercure. Ici, de 400 à 100, ben, ça nous donne une variation de hauteur de 300. Donc, 300 millimètres de mercure. On commence toujours avec le dernier manomètre. Fait que là, on se demande, est-ce que la pression ici là, du gaz, elle est plus forte ou moins forte que la pression atmosphérique? Elle est plus forte, fait qu'on va faire un plus. Fait que je vais faire ma variation d'auteur plus ma pression atmosphérique. Fait que la pression du gaz B, ici, est de 1065 mm de mercure. Ah, fait que ça veut dire que la pression qui arrive ici, pression du gaz B, est de 1065, c'est un 5, mon Dieu, j'écris mal, millimètres de mercure. On va aller voir pour notre eau de gaz ici, la pression là, de notre gaz A. Est-ce que mon gaz A est plus fort ou moins fort que la pression là, qui s'en va dans l'autre côté du tube en U? Bien, je pense que mon gaz ne réussit pas à pousser la colonne de mercure, fait qu'elle est moins forte. Fait que je vais faire un négatif. Là, il y en a qui vont dire, ben, je fais quoi, moins négatif quoi? Faites tout le temps le plus gros chiffre, moins le plus petit chiffre, parce que tu sais, ça n'existe pas, là, une pression, donc négative. Fait qu'on va faire là, notre pression, dans le fond, de notre gaz B, moins la variation d'auteur qu'on a déjà calculée, donc ici, qui va donner 915. Et voilà, on a fini pour la page 60. On s'en va de l'autre côté. Ici, une petite question donc de compréhension. On n'aura pas de même à l'examen. On nous dit, indiquez la pression mesurée sur chacun de ces manomètres. La pression atmosphérique est soit de 98 kPa ou 0,98 bar. Là, ça dépend dans quelle unité qu'on les prend. Oh, fait que là, on voit que le premier, on est en kilopascal. C'est un manomètre à pression absolue. Pression absolue, là, ça veut dire que je prends mesure avec la flèche, donc ici. Fait que si je prends la pression là, j'ai directement ma réponse. Je n'ai pas besoin de considérer ma pression atmosphérique. Ça, souvent, on va voir ça, ces cadrans-là, sur une bonbonne là, qui est vraiment donc fermée, qui est hermétique. Là. En passant, c'est gradué par bond de 50. Fait que si on monte là, ici, le plus 50, plus 50, plus 50, on va arriver à 650 kPa. Ici, dans l'autre, on est en barre. Bon, fait que ça veut dire que j'ai besoin de la pression atmosphérique. Là, j'en ai pas eu besoin tantôt. Je vais utiliser donc celle-là. Pourquoi que je sais que je vais considérer la pression atmosphérique? C'est premièrement, il y a des négatifs. Fait que ça veut dire que si je peux m'en aller dans le négatif, c'est que c'est une pression qui est relative, qui va, bien, c'est un manomètre à bout ouvert dans le fond, ouvert, tandis qu'ici, là, c'est comme un manomètre à bout fermé. C'est que ça va faire la différence dépendant quelle pression atmosphérique que je vais avoir. Dans ce cas-ci, ma pression atmosphérique, comme c'était écrit dans le texte, est de 0,98 bar. Fait que je vais faire comme d'habitude. Pression atmosphérique, mais là, vous allez dire, comment je fais pour savoir si c'est un plus ou bien un moins? Bien, l'affaire, c'est que je suis dans les négatifs. Fait que si dans les négatifs, ça le dit. Donc, il faut faire moins notre réponse qu'il va avoir là. Pour notre réponse, ben, c'est pas bien compliqué, là. C'est gradué en bond de 1. Donc, point 1, point 1, point 11, point 1, point 2, 3, 4. Fait que si je suis à moins 0,14, fait que je vais faire tout simplement ben, la variation d'auteur, là, c'est comme ma flèche, là, à quoi que j'arrive. Fait que ça va me donner ici ma pression en barre. Numéro 8. Il n'y a pas de question en passant au numéro 7 là, à l'examen comme ça. Vincent veut déloger une famille de moufettes. Et là, un gros blabla, là, pas grand-chose, vous allez voir. Qui s'est établi sur son chalet. Il place une dizaine de moulamites, c'est-à-dire du parachlorobenzène, du C6H4Cl2. Il espère que l'odeur désagréable dégagée lors de la sublimation, là, c'est quand on passe directement de solide à liquide, et oui, donc c'est clair que les boulamites, là, ça ne devient pas liquide, fera fuir les indésirables moufettes. Parmi les énoncés ci-dessous, lequel caractérise le mieux le mouvement moléculaire du parachlorobenzène avant et après la sublimation? Fait qu'il faut se rappeler hein, qu'on passe de solide à liquide. Fait que là, on va aller directement à la réponse qui est bonne. Donc, on nous dit
que tout simplement, au départ, on a un solide. Fait qu'un solide, là, solide, ça fait juste vibrer. Aucune rotation, aucune translation. Pendant la phase gazeuse, ben là, j'ai les trois mouvements. Vibration, rotation, translation. Toutes les autres, là, dans le fond énoncés, le A, le B puis le D, ben, ne donnaient pas les bons mouvements. Fait que là, bien important, ça, à l'examen, se rappeler quelles phases font quel mouvement. Numéro 9, la colonne de mercure d'un baromètre a une hauteur de 68,6 cm. Cette pression a-t-elle été mesurée en basse altitude ou en haute altitude? Expliquez votre réponse. Bon, là, premièrement, on a ça, nous autres. Les centimètres, on va mettre ça en millimètres en faisant x10. Fait que si je fais x10, ben, ça va me donner directement 686 millimètres de mercure. Là, je veux savoir, je suis en basse ou en haute altitude. L'affaire, là, c'est qu'on va toujours se mesurer, ça c'est important pour l'examen, au niveau de la mer. On sait que le niveau de la mer, là, c'est 101,3 kPa, qui équivaut à 660 mm de mercure, qui équivaut à 1 atmosphère, en tout cas, là, qui équivaut à 760, en tout cas, torr, là, mais on s'en fout un peu, puisque nous, on s'intéresse au millimètre de mercure. Puis là, ben, on veut savoir, ben, coudonc, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous, finalement, donc du niveau de la mer? Fait que c'est clair qu'ici, là, on est en haute altitude. Pourquoi qu'on est en haute altitude? C'est parce que, admettons, regardez bien, là, je sais pas, là, j'ai une mer, puis là, j'ai une montagne, là, et bah, bah, tentative de dessiner une montagne, ça, c'est de l'eau. Le niveau de la mer, là, ici, là, il est là. On est à 760 millimètres de mercure. Il faut bien comprendre que plus on monte en altitude, plus là, finalement, là, la pression va être basse. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir moins de gaz. C'est notre cas ici. Donc, notre réponse est plus petite que 760 millimètres de mercure. Fait que c'est clair qu'on est en haute altitude. Plus je monte en montagne, plus, mon Dieu, j'hyperventile, j'ai moins de gaz, fait que la pression est moins élevée. Moins il y a de gaz, moins il y a de collision, plus la pression donc, est petite. C'est le contraire là, si on s'en va en basse altitude. Il faut vraiment être capable de réfléchir à ça là, pour l'examen. Fait qu'on peut mettre examen à côté. Numéro 10. Dans un contenant de 2 litres, on a du hydrogène qui exerce une pression de 100. Puis ensuite, on peut peut-être l'écrire tout de suite. Là. Ça, c'est la pression ici du H2. Puis on a un contenant identique à la même température. Les deux sont à la même température. Puis on a de l'hélium aussi qui exerce une pression de 100 kPa. On nous dit, pourquoi dans chacun des cas suivants, il faut préciser si l'énoncé est vrai ou faux, puis on explique pourquoi c'est vrai et pourquoi c'est faux, dans les deux cas. Fait qu'on nous dit en A, les particules d'hélium possèdent plus d'énergie cinétique que les particules de dihydrogène. C'est faux, puis ça, c'est une pogne. Genre de question d'examen, parce que la seule chose qui est en lien avec l'énergie cinétique, c'est la température. Fait que si on est à la même température, les deux vont avoir la même énergie cinétique. Vous savez, l'énergie cinétique, là, c'est 1/2 mv à la 2, là. On ne parle pas de vitesse ici, là. On a parlé d'énergie cinétique. Fait qu'il ne faut vraiment pas se faire pogner. On est à la même température, les deux gaz. Donc, la température du H2 est égale à la température du HE, ce qui fait en sorte que c'est clair. Les deux ont ont la même énergie cinétique. Numéro B, les particules de dihydrogène frappent les parois de leur contenant plus souvent que les particules d'hélium. C'est vrai. Pourquoi? Ben, c'est parce que si je vais chercher dans mon tableau périodique, TP, ça veut dire tableau périodique, la masse du hydrogène, ben, la masse du hydrogène, là, on le sait que c'est 2, ben 1, 1, mais là, si je fais 1 fois 2, puisque j'en ai 2, là, ça va me donner 2 grammes par mol. Puis, la masse molaire du HE, de l'hélium, si je vais avoir dans mon tableau périodique, c'est 4 grammes par mol. Fait que ça veut dire que quand c'est plus léger, ben ça va plus vite, la vitesse finalement augmente.
Fait que c'est sûr qu'il y a plus de collisions. Fait que s'il y a plus de collisions, ben oui, c'est vrai, ils vont frapper plus souvent la paroi là, de leur contenant. Numéro C, les particules d'hydrogène frappent la paroi de leur contenant avec la même force que les particules d'hélium. Ben non, c'est faux. Donc, on vient de l'expliquer. Les particules d'hydrogène sont plus légères. Ça, j'ai absolument besoin aussi là, de la masse molaire. Vu que les particules d'hydrogène sont plus légères que les particules d'hélium qui sont plus lourdes, ben, elles vont frapper leur paroi de leur contenant, donc avec moins de force. C'est moi, là, si je joue, admettons, au hockey là, avec des petits joueurs, là, des moustiques, là, ben, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, là, les petits atomes, là, en tout cas, ben, c'est clair qu'ils vont voler, là, je leur rentre dedans. Là. Ils vont être faciles donc à déplacer. Ils sont légers, fait que c'est clair que, donc, ils frapperont pas fort. D. Les particules de dihydrogène voyagent en moyenne à la même vitesse que les particules d'hélium. Bien, c'est faux, parce que les particules d'hydrogène, ils ont une masse molaire de 2 grammes par mol, tandis que la masse molaire de l'hélium, c'est 4 grammes par mol. Fait que vu qu'ils sont plus légères, ben veut pas, ils vont aller plus vite. Là, vous allez dire, oui, mais madame, quand on avait le mot moyenne, là, vous aviez dit que c'était vrai. Non, ça, c'est pour l'énergie cinétique. En moyenne, l'énergie cinétique des deux est pareille. Mais là, on ne parlait pas d'énergie cinétique. Pour faire la différence entre les deux. Numéro 11. En augmentant la température d'un gaz, on constate que la vitesse moyenne de ces particules double. Dans ces circonstances, qu'arrive-t-il à l'énergie cinétique moyenne des particules? Bien, regardez bien, on a notre formule ici. Si notre vitesse, là, admettons, là, on la double. Admettons que la vitesse est de 2 km/h, puis je la double. 2 exposant 2, êtes-vous d'accord que ça donne 4? Bien, ça va donner 4 fois plus vite. Fait que je vais quadrupler, finalement, mon énergie cinétique moyenne. On pourrait prendre n'importe quel chiffre pour la masse, pour la vitesse. Admettons, là, je prends une vitesse de 2 puis une vitesse de 4, puis on verra que c'est tout le temps 4 fois plus. Je pourrais expliquer avec la formule ou avec des chiffres. On y va avec le défi ici. Pour soulever un objet lourd ou encore pour amortir un choc, on peut utiliser des vérins pneumatiques. Ces dispositifs fonctionnent à l'aide d'air comprimé contenu dans un réservoir cylindrique muni d'un piston. Le diamètre d'un piston, on s'en fout un peu du diamètre, est de 10 cm, ce qui procure une surface d'application d'environ, oh, ça c'est l'air, la surface de contact, de 0,0080 mètres au carré. Si la pression, P, est de 600 kPa, on veut savoir quelle va être la force générée par ce dernier. Fait que là, vous allez dire, ah oui, on a vu finalement donc une formule, la pression, la même qu'on avait vue en secondaire 3. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la force. Fait qu'on va aller isoler donc le F. Pour isoler le F, bien, le contraire de diviser par A, c'est fois A. Fait que je vais faire P fois A et je vais pouvoir aller calculer là, dans le fond, mes variables. Fait que je vais faire la pression fois l'air de la surface de contact. Je multiplie tout ça et ça donne ma réponse en newton. Là, vous allez dire, ben là, c'est clair que de kilopascal à pascal, il va falloir faire fois 1000. Oui, ça c'est bien certain. Donc, on a fait fois 1000 ici, puisque nous, on n'aime pas donc les kilopascals. Et on se rappelle que pour utiliser cette formule-là, il faut avoir des mètres au carré, des pascals, et ça donne des newtons. On n'a pas le choix, il faut utiliser les bonnes unités pour que ça fitte. Numéro 2, soit 4 ballons identiques remplis de gaz différents. Bon, fait que là, on a deux qui sont à la même pression. On a un qui a une pression plus élevée, puis il y en a un qui a une pression donc moyenne, puis ici, la pression donc est plus petite. On a du néon dans ce cas-ci, puis toutes les autres, ben, c'est de l'argon, de l'argon, de l'argon. Il y en a deux qui ont la même température, 2 à 2, comme ça ici. Puis là, on pose des questions, là, puis on y va selon notre jugement, là, quel ballon qu'on va choisir. Fait que dans quel ballon au pluriel, l'énergie cinétique moyenne des particules de gaz est-elle la plus élevée? Bien, c'est dans le ballon C et D. Pourquoi? Parce que la température est plus élevée. Fait que c'est C et D, température plus haute. Fait que si la température est plus haute, on sait que la température, c'est directement proportionnel. Ça va avec l'énergie cinétique. Fait que si ma température est plus élevée, ça bouge plus.
Fait que si ça bouge plus, la vitesse est plus élevée, il y a plus de collisions pour les particules de gaz. Fait que c'est clair que l'énergie cinétique est plus haute aussi, juste parce que la température est plus élevée. Numéro B. Dans quel ballon la vitesse moyenne des particules de gaz est-elle la moins élevée? Donc, expliquez votre réponse. Bien, c'est dans le ballon B. On va y aller avec la logique, puis après ça, bien, on va y aller aussi avec des petits calculs là, pour être sûr là, que vous comprenez. On va commencer par aller calculer dans notre tableau périodique la masse molaire de l'argon, AR. Masse molaire de l'argon, là, c'est 39,95, on aurait pu arrondir à 40 là, grammes par mol. La masse molaire de notre néon est de 20,18 grammes par mol. Bon, fait que si les particules d'argon, ils sont plus lourdes, bien, s'ils sont plus lourdes que celles du néon qui sont plus légères, hein, par le fait même, bien, c'est clair que, en général, la vitesse va être moins élevée quand c'est plus lourd. Fait que déjà, donc on sait que l'argon sera gagnant. Mais là, pour savoir pourquoi que j'ai choisi la, la, la B au lieu des autres, ben il y a aussi que la température, donc elle est plus basse aussi. Fait que tu sais, tout fitait, là. Température plus basse, c'est ça ici. Fait que c'est clair que ça bouge moins quand la température est plus basse. Puis en plus, l'argon, sa masse molaire est vraiment grande. Donc, c'est vraiment lourd. Fait que c'est clair que ça va pas vite. Puis en plus, pour confirmer le tout, la pression, ben, elle est petite. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de collisions. Fait qu'elle, que c'était comme plus lourd, moins vite, moins tout, ben, c'est vraiment le ballon B. Numéro C. Dans quel ballon y a-t-il plus de collisions entre les particules de gaz et les parois du contenant? Expliquez votre réponse. Fait que là, on cherche là, finalement le ballon où est-ce que que ça bouge plus, que c'est vraiment plus intense. Fait que c'est clair que je vais choisir là où est-ce que la température est plus élevée. Ça, c'est sûr. La température est plus élevée. Puis en plus, ben, je vais choisir lui où est-ce que la pression est plus intense. De toute manière, j'avais juste à regarder la pression. Parce que quand la pression est plus élevée, ben, c'est clair qu'il y a plus de collision. Là, il faut que ça soit clair dans votre tête. Collision, c'est égal à pression. Fait que s'il y a plus de collision, la pression est plus élevée. Je n'avais même pas besoin de regarder finalement la température, mais en plus, la température est plus élevée. Probablement que ça fait en sorte que la pression aussi, donc, soit plus élevée. Fait qu'on y va avec la logique, dans le fond, par déduction. C'était une bonne question, le numéro 2. Lorsqu'on veut mesurer de très petites pressions, on peut remplacer le mercure qui est très lourd, qui a une masse volumique vraiment importante, parce que c'est lourd, là, du mercure, dans un tube en U d'un manomètre par un liquide qui possède une masse volumique vraiment plus petite, comme admettons l'alcool, l'éthanol. Quel est l'avantage de procéder ainsi? C'est que si, admettons que tentative de dessiner un manomètre à tube en U, eh boy, on va y aller de même, là. En tout cas, on comprend le principe, là, de même. Fait que si, admettons, là, que je prends du mercure. Le mercure, là, oh mon Dieu, quand la pression arrive ici, là, c'est dur à tasser. Mais je mets quelque chose de léger, là, puis wouhou! Donc là, le liquide, là, il monte super haut. Fait que si j'ai des petites variations, donc de pression, ben, ça va être plus facile de le mesurer. Fait que c'est juste pour ça. Numéro 4. On nous dit, le chimiste Thomas Graham, donc comme d'où la loi de Graham qu'on avait eue dans nos notes de cours en 1833, a établi une formule mathématique qui permet de relier la vitesse de fusion de deux gaz et leur masse molaire à une température donnée. Parmi les formules, on veut savoir lequel qui représente le mieux, donc cet énoncé-là. Bien là, on allait voir directement dans nos notes de cours. Nos notes de cours, bien, c'est clair que ça nous donnait la C. Et pour aller prouver que ça nous donnait vraiment cette formule-là, puisque les deux premières, il n'y avait pas de racine carrée, puis après ça, ben l'autre ici, on n'avait pas fait l'inverse, là. Je ne sais pas si vous voyez, on a 1, 2, 2, c'est pas ça là qu'il nous fallait. Ben, on pouvait aller faire la démonstration mathématique qu'on avait dans nos notes
à la page 12. Jamais que je vais vous demander à l'examen de faire la démonstration mathématique, mais c'était la réponse qu'on allait chercher dans nos notes de cours pour mettre là. On finit avec ça, numéro 5. On nous dit, d'après la formule obtenue à la question précédente, de combien de fois le dihydrogène est-elle plus rapide que le O2? Oh, fait que là, on va avoir besoin de la masse molaire du HE, 1 plus 1 qui donne 2 grammes par mol, puis le O2, 16 plus 16, on l'arrondit, là, qui donne 32 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire. Fait que quand on veut faire, là, on veut savoir combien de fois que c'est plus rapide, bien, on fait le rapport de vitesse. Puis je fais tout le temps la masse molaire du plus gros, du plus lourd, là, dans le fond, la plus grosse molécule, divisée par la plus petite. Si je fais bien la racine, donc comme faux, ça va me donner un chiffre avec pas d'unité, puisque les unités s'annulent. Ça va me donner combien de fois plus vite qu'un va plus vite que l'autre. Là, c'est clair que le dihydrogène, c'est lui qui est léger. Le dioxygène, c'est lui qui est plus lourd. Fait que c'est clair que c'est le dihydrogène qui va aller 4 fois plus rapide que l'autre, que le O2. Puis ça se termine donc avec ça. Donc, on se revoit pour les exercices supplémentaires. Merci.